Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver Smart Impact, toujours au Salon des maires et des collectivités locales pour notre série d'émissions sur les enjeux de la digitalisation dans le territoire, les mutations vers un numérique responsable. Alors mon invité, mon premier invité aujourd'hui, c'est Eric-Yann Varéchard. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur des activités secteur public chez Amazon Web Services France et Benelux. Vous allez nous détailler la contribution d'AWS en France depuis 2017, notamment en matière d'investissement et de formation. Et puis juste après, je recevrai Julie Labourex, la directrice retail, ambassadrice du développement durable chez Amazon France, avec un thème qui est majeur évidemment pour tout le e-commerce, la décarbonation, comment verdir le dernier kilomètre, vélo cargo, entrepôt plus proche des villes, motorisation électrique des véhicules. Voilà, on va découvrir les solutions déployées et les ambitions de décarbonation pour les prochaines années. Voilà pour le sommaire, c'est parti, on a 30 minutes pour le développer. Eric-Yann Varéchard est donc mon premier invité. Vous êtes, je le rappelle, directeur secteur public chez AWS France et Benelux. Alors, on l'a fait à chaque fois, mais je pense que c'est important. Il y a certainement des téléspectateurs qui n'ont pas vu nos émissions précédentes ici depuis le Salon des maires et des collectivités. C'est quoi le périmètre d'AWS? C'est des centres de données, mais pas que. Alors c'est bien sûr des centres de données, il en faut pour pouvoir être la plateforme aujourd'hui la plus largement adoptée, la plus complète, avec plus de 200 services disponibles pour des millions de clients dans le monde qui l'utilisent quotidiennement. Alors, on est au Salon des maires, vous êtes directeur secteur public, donc forcément, il y a un enjeu qui est très important pour vous d'être ici. Quel message vous faites passer aux collectivités locales? Les collectivités locales comme le secteur public font pas exception dans leur appétit, leur ambition sur le cloud. On rejoint particulièrement leurs priorités. Les priorités qu'on identifie, c'est réduire les coûts, c'est gagner en agilité, délivrer de meilleurs services publics et gagner également en sécurité. Ce sont les trois éléments clés qui font que la plupart des clients viennent vers le cloud AWS. Ouais. Est-ce que le secteur public est un peu, si on compare avec le privé, est-ce qu'il est un peu en retard sur la numérisation, sur la digitalisation, ou pas forcément d'ailleurs? Je pense qu'on le constate dans nos vies au quotidien. Vous le voyez avec les impôts, avec les amendes, Oui. avec tout un tas de services publics, qu'ils soient au niveau de l'État ou au niveau de l'activité territoriale et même de la santé ou de l'éducation. Les services publics ont fait d'énormes progrès ces dernières années. Bien sûr, bien encore un chemin à parcourir, mais on remarque encore cet appétit. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Alors, le lancement d'AWS en France, c'est 2017. Ça représente combien de sites et peut-être aussi quel montant d'investissement réalisé en 5 ans? Alors le lancement d'AWS n'est pas 2017, le lancement d'AWS c'est 2006. Nous sommes en France depuis 2011. Eh ben, je me suis trompé. Et 2017, Mon premier bug depuis le début. et 2017 c'est l'ouverture de nos data centers en France, C'est ça. de nos centres de données, D'où de ma notre confusion. région. Et donc depuis 2017, nous avons investi 700 millions d'euros. Tout cela s'inscrit dans un plan d'investissement à 15 ans entre 2017 et 2031. Ouais. Ce plan d'investissement, il est de 6 milliards d'euros. Ça veut dire que d'ici 2031, nous investirons 5,3 milliards d'euros pour satisfaire la demande de nos clients. Alors, quand on dit, donc là, on voit l'amplitude quand même des investissements qui ont été réalisés et qui sont à réaliser. Ce sont des investissements, c'est quoi? C'est la création de nouveaux centres de données? Ça part dans quelle direction ces investissements? Alors cet investissement, il part sur plusieurs éléments. Il part sur l'emploi, il part bien sûr sur des dépenses directes Ouais. dans la création et dans l'expansion de nos centres de données, mais parlons également de l'impact économique. Mmh. L'impact de ces investissements, la contribution supplémentaire au PIB de la France, nous l'avons estimé à peu près 17 milliards d'euros. Comment vous arrivez à ce chiffre? Alors nous y arrivons à travers deux dépenses directes, enfin deux Oui. contributions directes. La première, c'est la valeur ajoutée qui est dégagée par nos clients dans l'utilisation Ouais. du cloud AWS. Et la deuxième partie sont les dépenses directes d'AWS dans la création et l'exploitation de nos centres de données. Vous parliez d'emploi, ça représente quoi en Oui. termes d'emploi? Alors ça, c'est également un point très important. Notre impact, nous évaluons l'impact en termes d'emploi à environ 5000 emplois annuels parmi nos sous-traitants qui assurent la chaîne de production de nos centres de données. Ouais, donc il y a les emplois directs et les emplois indirects. Alors dans les emplois directs, c'est aujourd'hui près de 1000 collaborateurs d'AWS qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Pas uniquement à Paris, mais également aujourd'hui à Lyon, à Lille, à Nantes, à Bordeaux,
à Toulouse pour accompagner la transformation numérique et l'adoption du cloud de nos clients. Est-ce qu'il y a d'autres ouvertures de sites prévus vous avez parlé de ce plan d'investissement qui est à long terme, c'est sur toute la décennie. Qu'est-ce qui est prévu dans les années à venir? Alors là, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir vous dire. Mais il y en a qui sont prévus. Il y a forcément, sur 5,3 milliards d'euros Il doit y d'investissement, avoir quelques sites. il y a pas mal de choses qui sont prévues, je vous le Ouais. confirme. J'ai vu, alors ça pour le coup c'est public puisque je l'ai vu ici sur le site, il y a notamment l'idée de s'associer ou de travailler avec des parcs photovoltaïques, c'est ça, des parcs solaires, ça fait partie des projets. Alors, AWS, Amazon a un engagement mondial, hein, vous en avez peut-être entendu Avec parler, le c'est le Climate Pledge. Climate Pledge, exactement. Et cet engagement, c'est aussi au titre d'Amazon d'être net zéro carbone d'ici 2040, 10 ans avant les accords de Paris. En ce qui concerne AWS, c'est avec 5 ans d'avance sur notre plan initial, c'est-à-dire d'ici 2025, d'utiliser à 100% des énergies renouvelables pour faire fonctionner l'ensemble de nos centres de données. Ouais. Alors justement, on va parler, il nous reste pas mal de temps pour parler de ces enjeux de responsabilité, d'éco-responsabilité, et puis aussi on parlera de sécurité. Les enjeux de décarbonation des centres de données. Comment vous avez fait évoluer finalement le bilan carbone de ces centres de données en quelques années? L'utilisation du cloud AWS est 5 fois plus éco-responsable que la moyenne des centres de données européens. Pourquoi? À travers 3 éléments clés. Le premier, c'est la manière dont nos infrastructures sont construites. Elles sont moins énergivores que celles que vous trouvez sur le marché. Nous avons dessiné ces infrastructures pour qu'elles soient moins énergivores. Le deuxième, c'est le mix énergétique. On en a parlé. Oui. C'est notre capacité de pouvoir utiliser des énergies renouvelables pour faire fonctionner nos centres de données. Et la troisième, c'est le taux d'utilisation de nos centres de données. La moyenne d'utilisation des centres de données tourne autour de 20-30% en règle générale. Oui. On est bien au-delà, on est bien plus proche des 80-90% en ce qui nous concerne. Tout cela fait que nos clients économisent jusqu'à 82% d'énergie en utilisant le cloud AWS. C'est illustré à travers un rapport qui est celui de 451 Research. Oui, effectivement. Et en cette période, on est en pleine. C'est l'une des préoccupations évidemment majeures des maires et des élus de collectivités locales que l'on croise ici au salon, en pleine période d'explosion de flambée des prix de l'énergie. Est-ce que c'est une préoccupation qu'expriment de plus en plus vos clients publics, ça, et dans la période actuelle? Comment vous le ressentez? Et on le voit sur ce salon. Oui. On voit énormément d'exposants qui proposent des solutions liées à ce qu'on appelle les utilities, que ce soit l'eau, que ce soit l'énergie, être beaucoup plus éco-responsable dans l'ensemble des systèmes de la ville. Oui. Oui, donc toutes nos discussions sont animées sur ce sujet. Sur l'eau, justement, on n'en a pas encore parlé parce que c'est aussi un enjeu de sobriété ou d'éco-responsabilité d'un centre de données. C'est même évalué. Il y a une évaluation de l'efficacité en matière d'utilisation de l'eau, c'est ça? Alors, plus que ça, nous mettons à disposition de nos clients des outils qui leur permettent justement de mesurer leurs dépenses énergétiques dans leur ensemble, et pour leur permettre de pouvoir alimenter ce qu'on appelle le scope 3 et se dire, OK, quelle est ma véritable dépense énergétique dans le cadre de mes activités informatiques. Ouais. Je voudrais qu'on parle de formation maintenant. Il y a une étude qui a été réalisée par l'Institut Gallup pour AWS sur on va dire, la valeur ajoutée des compétences numériques pour les employés et les entreprises. On voit qu'il y a chez les salariés français poindre une inquiétude sur la capacité à suivre le rythme des formations numériques. Qu'est-ce que vous proposez en matière de formation? Il y a un point qui est peut-être aussi intéressant de relever. Il n'y a pas que l'Institut Gallup, hein. Il y a également la Commission européenne qui a déclaré que les années 2020 étaient les années du numérique, avec un objectif très ambitieux d'ici 2030. Et en travaillant sur 4 piliers fondamentaux, dont les compétences du numérique. Et nous sommes interrogés comment mieux accompagner cette transformation et cette montée en compétences. Alors déjà, depuis 2017, nous avons formé plus de 100 000 personnes aux technologies cloud.
AWS, dans son ensemble, porte également une responsabilité, c'est de former plus de 29 millions de personnes d'ici 2025. Mais dès aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, il y a plus de 150 cours gratuits en français qui sont disponibles sur notre site web. Donc quand vous dites on a formé 100 000 personnes, c'est ouvert à qui? C'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert aux salariés de vos clients par exemple? Comment ça fonctionne? Absolument. Ce sont des formations de tout type. Il y a des formations qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes parce que nos clients nous les réclament. Ce sont des formations qui vont permettre à la fois de faire de l'architecture, de l'analyse de données, de pouvoir s'améliorer sur les sujets de sécurité qui sont aujourd'hui au premier rang des préoccupations de nos clients. Et donc tout dépend des profils qui souhaitent obtenir ces formations. Ouais. Alors justement, la sécurité, on en a finalement assez peu parlé lors de nos interviews ici, l'espace Amazon, et c'est évidemment un enjeu majeur. Déjà, peut-être qu'il faut expliquer dans la gamme des clients Amazon, il y a des clients qui sont particulièrement sensibles en matière de sécurité. Donc ça vous oblige à mettre en quelque sorte le curseur de l'exigence très très élevé. Vous l'avez compris, le cloud AWS est disponible pour l'intégralité des clients. Donc, lorsqu'on s'adresse à la fois à la start-up, à la société de taille plus modeste, aux grands groupes internationaux travaillant dans des industries sensibles ou à des agences gouvernementales, il est donc essentiel d'aller vers le plus haut du standard disponible pour pouvoir le mettre à disposition de tous. Aujourd'hui, vous avez 98 standards de sécurité et de normes de certification qui sont disponibles à travers le cloud AWS. Un est important, notamment en Europe, c'est le RGPD. En utilisant correctement les infrastructures et les services d'AWS, nos clients se rendent conformes au RGPD. Et donc là aussi, quand on parle de sécurité, ça veut dire qu'il y a une espèce de je ne sais pas quel terme employer, mais de course-poursuite ou de défis à relever face à ceux qui tentent d'attaquer les entreprises que vous représentez. Moi, j'ai fait beaucoup d'émissions sur ces thématiques-là. Souvent, j'entends la phrase, la question, c'est pas si on va être attaqué, mais quand on va l'être. Donc, comment vous répondez-vous à ce défi qui est une espèce d'innovation permanente ? Et c'est un défi pour l'ensemble de nos clients parce qu'il leur est difficile d'augmenter énormément leurs équipes de sécurité pour lutter contre ce fléau. Il y a deux éléments essentiels. Le premier, c'est cette capacité qu'a le cloud AWS de faire remonter des alertes. Considérons notre système d'information comme une maison. Si jamais une fenêtre est ouverte, automatiquement, vous pourrez avoir une alerte qui vous dire « Attention, la fenêtre est ouverte. Est-ce que c'est bien ce que vous voulez ?» Donc, cette capacité du cloud d'automatiser ces messages permet aux acteurs de la sécurité et à nos clients de pouvoir immédiatement prendre les mesures ou les contre-mesures si jamais il y a un défaut. La deuxième chose, et qui fait partie des sujets que nous partageons beaucoup avec nos clients actuellement, particulièrement les collectivités, c'est si jamais je suis attaqué, comment est-ce que je me rétablis? C'est surtout ça la question. Ouais. Et l'un des points qui les intéresse, c'est avoir un plan de reprise d'activité ou plan de continuité d'activité en copiant leur système d'information sur le cloud AWS pour redémarrer en cas notamment de ransomware dont on entend de plus en plus parler. Ouais. Merci beaucoup, merci Eric-Yann Varéchard d'avoir participé à cette émission spéciale de Smart Impact depuis le Salon des maires et des collectivités locales. On continue évidemment, on va parler tout de suite, comme je vous l'avais promis en titre, de ces enjeux majeurs pour tout le e-commerce, les enjeux de décarbonation du dernier kilomètre. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Bonjour Julie Laborex, bienvenue, heureux de vous retrouver. Bonjour. Dans cette émission en partenariat avec Amazon France. Vous êtes, je le rappelle, la directrice retail et l'ambassadrice du développement durable. Alors justement, c'est quoi le rôle d'une ambassadrice du développement durable ? Eh bien, le rôle d'une ambassadrice, déjà, c'est de répondre à nos clients parce que le développement durable, c'est une attente qui est de plus en plus importante de la part des pouvoirs publics avec tous les efforts réglementaires qui sont faits et de la part de nos clients.
Donc, chez Amazon, la façon dont nous sommes organisés est un peu particulière, c'est-à-dire que nous avons des équipes en centrale qui sont 100% dédiées au développement durable, mais nous avons aussi fait le choix, dans chacune de nos entités, chacun de nos business, d'avoir des gens qui vont pousser en interne les choses. Du coup, concrètement, dans ma partie retail, j'ai un certain nombre de programmes pour favoriser, on va dire, des achats responsables pour les clients. Donc je gère en direct et qu'on essaye de vraiment pousser au sein de toutes nos catégories de produits. Avec des produits qui sont même fléchés, qui sont, voilà, avec qui sont des produits identifiés qui peuvent comme être tels, identifiés et labellisés, etc. Et aussi par rapport à tous des aspects logistiques, par exemple, dont on va parler aujourd'hui, en interne, j'essaye de pousser pour qu'un maximum de choses avancent le plus vite possible, même si dans ces équipes-là aussi, il va y avoir des personnes relais en direct. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'on essaye d'être les plus efficaces et les plus ambitieux possibles. Oui, et puis comme la RSE et ces enjeux de développement durable deviennent de plus en plus stratégiques dans toutes les entreprises, chez Amazon également, ça vous place un peu au cœur du réacteur, Exactement, imaginez. voilà. Alors, on va parler de ces enjeux de décarbonation du dernier kilomètre. Évidemment, ils sont majeurs pour tout le secteur du e-commerce. Il y a ce mot de cyclo-logistique. Alors, on voit bien ce que ça veut dire. Dans le détail, ça signifie quoi pour vous? Donc concrètement, la cyclo-logistique, en termes très simples, c'est livrer à vélo. C'est ça. Donc pour prendre un tout petit pas de recul, on est dans cette logique de décarbonation de l'ensemble de notre chaîne logistique. Donc on en reviendra peut-être après, ce qu'on appelle le middle mile, donc les transports entre entrepôts ou on va dire transports avec des poids lourds, mais aussi j'ai quelques questions là-dessus. la logistique du dernier kilomètre. Ouais. Et là-dessus, pour décarboner, d'une part, il faut consolider les flux, puisque plus on remplit, quel que soit le véhicule qu'on a, moins on a d'empreintes. Et puis ensuite, on essaye de verdir les modes de transport qu'on a. Et là, le vélo est une des solutions naturellement qui arrivent, en plus des véhicules électriques qu'on peut avoir, ou même de la livraison à pied. Donc la cyclo-logistique, voilà, c'est juste faire en sorte que ce dernier maillon soit fait avec des modes de transport beaucoup plus doux, décarbonés et avec des vélos. Alors, sur ce stand, il y a un exemplaire de ces vélos. Ils peuvent, j'ai été regarder un peu, ils peuvent transporter quoi, combien de colis, quel poids embarqué, qu'est-ce que ça représente? Alors, je ne saurais pas vous le dire en nombre de colis, mais j'ai découvert que au démarrage, c'était assez petit finalement ces vélos cargo. Et maintenant, on arrive à avoir dans les dernières générations des vélos cargo qui contiennent l'équivalent d'un van électrique. Donc l'équivalent de la camionnette que tout le monde connaît, imagine, dans un vélo cargo. Donc on a fait énormément de progrès techniques aussi sur les vélos cargo. Et ça, on travaille, ce sont nos partenaires avec qui on travaille qui font en permanence de la recherche, du développement pour arriver à ça. Et maintenant, ils ont réussi à avoir des capacités embarquées qui sont aussi bonnes que sur un camion. C'est une offre qui est proposée dans beaucoup de villes en France. On en est où du maillage territorial de ces vélos cargo? Oui, donc alors peut-être on a commencé. C'est quelque chose qu'on a commencé il y a assez longtemps finalement. On était assez précurseurs. On a commencé en 2017. À Strasbourg, au début, on avait 3 vélos cargo, donc c'est petit. Pionniers. Des pionniers, voilà. Et maintenant, on est à 200. Dans à peu près toute la France, on a 10 villes maintenant qui ont cette cyclo-logistique ou cette livraison à vélo. Des villes comme Paris, comme Marseille, Nice qui est la dernière, donc Strasbourg qui était la première. On couvre un certain nombre de 10 villes maintenant. Ça remplace quoi? C'était des voitures diesel avant? C'était quel type ou des camionnettes diesel? Alors dans la plupart des cas, c'était des camionnettes diesel, puisque ce qu'on essaye de faire, c'est à chaque fois de remplacer ces fameuses camionnettes diesel par soit des véhicules électriques, soit du vélo, soit des personnes à pied. Pour vous donner un ordre de grandeur, à Paris, on a remplacé l'équivalent de 100 camionnettes diesel par les vélos qui circulent dans la capitale. Comment ils sont équipés, vos livreurs? Parce que la question de la sécurité, pour circuler encore en voiture à Paris, je ne sais pas pourquoi je fais partie des derniers dinosaures, mais c'est quand même c'est un peu la jungle parfois. Comment ils sont équipés, sécurisés, vos livreurs à vélo?
Oui, alors ça évidemment, comme dans quel que soit le moyen de logistique qu'on utilise, on fait extrêmement attention à ça. Donc il y a un port du casque obligatoire évidemment. Il y a des équipements spéciaux, spécialisés. Notamment, ils ont des parkas parce que voilà, il faut s'assurer que on n'est pas toujours sous le beau temps en France. Bien sûr. Donc il y a des parkas spéciaux qui ont été développés pour être sûr que les livreurs soient dans de bonnes conditions. Les vélos font également de plus en plus de progrès. Donc l'assistance électrique, évidemment, quand on parlait d'une capacité embarquée qui est équivalente à un van, l'assistance électrique doit suivre. Parce que oui, évidemment, vous n'êtes pas obligé de recruter des coureurs du Tour de France pour pouvoir, avancer. Cette partie-là, en fait, Amazon travaille avec un certain nombre de partenaires. Oui. Partout en France, donc ils ne sont pas toujours les mêmes. Nous, on a un cahier des charges assez strict sur justement comment est-ce qu'on s'assure que les conditions soient les meilleures possibles. Et eux, évidemment, ils continuent aussi de pousser ce sujet. Alors, on l'a bien compris, c'est un engagement d'Amazon. C'est aussi une demande de vos clients, notamment les clients des mairies, des collectivités locales qui sont présents ici au salon. Mais il y a aussi la réglementation qui change. Il faut parler de ces ZFE, ces zones à faible émission, qui existent déjà. Il y a déjà plusieurs villes françaises qui les ont instaurées. Pour l'instant, sans contravention, forcément sans mesure contraignante. Mais bref, c'est déjà là. À quel point ça joue dans la décision d'Amazon de développer cette cyclo-logistique? Alors, j'ai envie de dire, ça joue et ça joue pas. C'est-à-dire qu'on a commencé en 2017, à l'époque... On n'en parlait pas encore. On n'en parlait pas encore. Donc c'était... on le fait parce qu'on y croit et parce qu'on pense que c'est la bonne chose à faire et on essaye de toujours augmenter. Après, évidemment, quand il y a des contraintes ou des nouvelles réglementations, on est aussi là pour s'adapter. Donc évidemment, on doit... Et c'est important aussi de comprendre qu'on doit travailler main dans la main avec les localités, puisque pour pouvoir livrer à vélo, même si le vélo peut prendre la même charge qu'un camion, évidemment, la logistique pour nous en amont doit être complètement différente. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut avoir des entrepôts qui soient au plus près des villes pour qu'on puisse dispatcher des vélos qui viennent après voir chacun de nos clients. Donc ça veut dire quoi? Il faut trouver dans chaque ville des partenaires pour pouvoir faire finalement le passage du colis d'un camion qui arrive peut-être d'un peu plus loin au vélo, c'est ça, au vélo électrique? Exactement, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à trouver des micro-hubs ou des endroits délocalisés qui nous permettent de sortir de la marchandise en gros volume et puis après de le dispatcher dans des vélos. Peut-être pour donner un exemple, à Paris, on a répondu à un appel à projet de la RATP. Et donc maintenant, la RATP est un de nos plus gros partenaires à Paris, puisqu'on utilise des centres de bus qui ne sont pas utilisés, dans les heures où ils ne sont pas utilisés par les dépôts de bus. Quand les bus sont en circulation, il y a de la place, c'est ça? Exactement. Et du coup, ça, c'est une façon maligne, typiquement, d'utiliser l'espace urbain, puisqu'on comprend aussi tout à fait les contraintes qu'ont les maires. On n'a pas envie, et en tant que concitoyen, on n'a pas envie d'avoir des camions n'importe où, on n'a pas envie d'avoir des centres logistiques au sein de la ville, mais pourtant, on a quand même envie d'être livré de façon pratique. Et donc, ce qu'on cherche à faire à chaque fois, c'est de trouver ces astuces malignes qui utilisent l'espace public de façon plus efficace. Oui, en fait, il y a une logique d'écosystème, c'est-à-dire partager un lieu avec un ou plusieurs partenaires. Donc, ça suppose de l'agilité aussi. C'est-à-dire, en fonction des villes, ce ne sera jamais le même partenaire par définition, quoi. Et donc, exactement. Ce ne sera pas forcément le même partenaire. On a des discussions avec d'autres partenaires à d'autres endroits. À chaque fois, en fait, c'est vraiment multipartite parce que sont nos partenaires de livraison à vélo, par exemple, les partenaires comme la RATP qui peuvent avoir ces lieux, et aussi les municipalités, puisqu'évidemment, on doit s'assurer de faire le mieux. Parce que l'avantage aussi quand même de la livraison à vélo, c'est qu'il y en a d'autres en plus de l'environnement sur les nuisances sonores, sur l'occupation du territoire, etc. Ouais. Alors ces ZFE, ces zones à faible émission, elles vont devenir obligatoires dans toutes les villes de plus de 150 000 habitants. Donc là, on passe à une autre échelle. Et forcément, vous vous y préparez. Alors c'est pas une colle, mais ça suppose de l'investissement. Il faut anticiper sur le nombre de vélos cargo dont vous allez avoir besoin à l'avenir.
Oui, alors je peux pas dévoiler nos plans, mais effectivement, je vous dis, voilà, on est passé de 3 en 2017 à 200 cette Ouais. année et on ne va pas s'arrêter là. Oui, ça va passer le millier et ça va évidemment forcément augmenter. Il y a plusieurs villes européennes qui ont un peu d'avance sur la France en matière de ZFE. Est-ce qu'il y a des expériences que vous avez pu mener ailleurs en Europe qui vous ont servi ou qui vous servent dans le déploiement justement de cette cyclo-logistique? Alors, oui, évidemment, je pense une des caractéristiques d'Amazon, c'est que quoi qu'on fasse, on teste. Donc on va toujours essayer des nouvelles choses, peut-être un peu pour l'anecdote, mais à Paris, on a quand même essayé de faire des livraisons avec des barges sur la Seine, on a essayé des livraisons en RER. Alors évidemment, c'est anecdotique, on ne peut pas livrer tout Paris en RER. Mais à chaque fois, on apprend. Dans les autres villes qui sont plus en avance, on apprend aussi, sachant que, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas avoir un modèle qu'on réplique et on refait exactement la même chose, puisque les configurations de villes sont différentes, les contraintes, en fonction de là où on peut avoir un entrepôt, évidemment, tout va être différent. Donc on apprend sans pouvoir répliquer, mais on apprend toujours, oui. Ouais. Alors toute cette stratégie, là on a vraiment fait un zoom sur la livraison du dernier kilomètre qui est majeur, mais ça s'inscrit dans un engagement d'Amazon. On en a déjà parlé ensemble il y a 2 jours, mais je pense que c'est intéressant de le détailler, qui est The Climate Pledge. Amazon fait partie des entreprises à l'origine de cet engagement. Peut-être qu'il faut rappeler en quelques mots de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors donc, du coup, très brièvement sur le Climate Pledge, c'est l'engagement d'Amazon qu'on a pris en 2019 et qu'on a cofondé avec Global Optimism. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un engagement global sur le développement durable et de décarboner. L'objectif affiché, c'est d'arriver à décarboner toutes nos activités sur les scopes 1, 2 et 3 d'ici 2040. Donc 10 ans avant. 10 ans avant l'échéance des accords de Paris. Ouais. Donc c'est vraiment un engagement très ambitieux et qui touche l'intégralité de nos activités. On a, au sein de Climate Pledge, évidemment des sous-objectifs. On veut arriver à 100% d'énergie renouvelable dans toutes nos activités dans les années qui viennent. On est déjà à 85%. On veut décarboner notre logistique avec un objectif d'être à 50% de décarbonation pour tous les colis d'ici 2030. Et c'est-à-dire toute la partie logistique, mais aussi toutes les opérations qui conduisent un colis à arriver et l'emballage. Ouais. Donc voilà, donc c'est un engagement très global dans lequel évidemment la décarbonation du transport est très importante. Évidemment, on a parlé du dernier kilomètre, mais il y a tout le reste. Voilà, et alors, donc quel choix vous faites là, en la matière? Donc dans tout le reste, on a annoncé le mois dernier qu'on allait investir 1 milliard d'euros en Europe, dont 250 millions qui vont être en France, pour avoir des camions, donc des poids lourds pour le coup, électriques aussi. Donc on vise d'avoir 300 camions électriques en France, ce qui est une gageure aussi compte tenu de la disponibilité de ce genre de véhicules. Ouais. Mais vraiment l'objectif, voilà, c'est d'aller sur toute la chaîne de valeur, toutes nos activités, petit à petit, les décarboner. Un dernier mot, et vous l'avez évoqué rapidement, mais sur Amazon, par définition, c'est un gros acheteur d'énergie et un gros acheteur d'énergie renouvelable. Là aussi, ça passe par des investissements? Exactement. Donc, comme je le disais, on veut arriver à 100% d'énergie renouvelable sur toutes nos activités. On est à 85%. On fait ça à la fois par des projets propres, que nous, on a. Donc, par exemple, en France, on a 2 projets en Gironde et dans l'Aune. Un parc solaire, c'est ça? Solaire, exactement, ouais. Des fermes solaires qui nous permettent d'avoir 36 MWh de disponibles. Et évidemment, on consomme plus, mais on complète et on est le principal acheteur d'énergie renouvelable auprès des énergéticiens en Europe. Merci beaucoup, merci Julie Labourex et à bientôt sur Bismart. Bonne fin de salon des maires et des collectivités locales. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.